Vous écoutez Voix militante, le podcast d'Unifor Québec. Mon nom est Véronique Filiuti, responsable des communications chez Unifor Québec. Et moi, je m'appelle Hugues Perrault, responsable de l'action politique et de la mobilisation pour le même syndicat. Dans ce podcast, on discute des enjeux qui concernent nos membres et l'ensemble des travailleurs et travailleuses au Québec en mettant l'accent sur la campagne électorale fédérale de 2025. Bienvenue à Voix militante, le podcast d'Unifor Québec. Solidarité, tout le monde! Aujourd'hui, on continue notre discussion sur la prochaine campagne électorale fédérale et ce que ça signifie pour les travailleuses et les travailleurs. Oui, et cette semaine, on est choyé d'avoir avec nous le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier. Bonjour. Bonjour à vous deux. Et aussi, on va parler de loi sur les dépenses électorales. Et pour en discuter, on a la chance de recevoir Renaud Plante, qui est avocat, mais également directeur adjoint d'Unifor Québec. Salut Renaud. Salut Hugues, salut Véro. Salut! Messieurs, pour débuter, on va commencer avec une question qu'on souhaite poser à tous nos invités pour avoir votre point de vue sur le sujet. Et la question est la suivante. Selon vous, pourquoi c'est nécessaire que les syndicats prennent leur place pendant une campagne électorale? Daniel. Bien, je dirais qu'il y en a plusieurs, mais je vais en citer deux. La première, c'est que la question syndicale et l'action syndicale ne se limitent pas au milieu de travail. Sans action politique syndicale, on n'aurait fort probablement pas de loi qui encadre la prévention santé et sécurité au Québec. On n'aurait pas de régime d'indemnisation pour les cas d'accidenté de travail au Québec. Et je donne un autre exemple. En 2008 plutôt, quand les compagnies de papier ont été confrontées là, à des grosses difficultés. Plusieurs ont fait faillite, etc. Et là, on s'est rendu compte que les fonds de pension n'étaient pas protégés et que les lois permissives permettaient aux banquiers de littéralement partir avec ce qui restait d'argent pendant que nos membres se retrouvaient là, avec des grosses pertes. Le cul, c'est une pelle. Bon, sans action politique, on ne peut pas faire renforcer ces lois-là. Et donc, si on a juste une vision à l'intérieur du milieu de travail, on passe à côté d'un paquet d'affaires qui impactent au quotidien nos membres. Une autre affaire aussi, c'est que souvent, dans une société moderne, c'est l'équilibre des droits. Par exemple, le droit de propriété qui fait que l'employeur, c'est son terrain, sa bâtisse, sa production, ses clients, son argent, tout le kit. Donc, en théorie, il y a tous les droits. Versus nos droits fondamentaux comme être humain, notamment le droit d'association, etc. Et il y a un déséquilibre. C'est pas vrai que dans la société, tout ça, là, en partant, que tout le monde ait les mêmes chances. Ceux qui possèdent ont plus de chances en partant, plus de pouvoir, plus de moyens d'action, plus d'influence que les travailleurs désunis ensemble. Et le gouvernement, en théorie, est supposé agir un peu comme un arbitre pour garantir le terrain de jeu à tout le monde. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que c'est comme si tu imagines une game de hockey. Là. Du côté des boss, sont 7. Du côté des employés, sont 3. Fait que sans action politique, là, ça se peut très bien que l'arbitre, là, il favorise pas mal plus l'équipe de 7 que l'équipe de 3. Fait que nous, notre pouvoir, c'est un pouvoir collectif. Et donc, ce pouvoir-là doit s'exercer par l'action politique, qui fait que, finalement, au bout de la ligne, on force l'arbitre à dire vous allez être 5-5 sur la glace, puis vous allez compétitionner dans cet ordre-là. Et donc, l'action politique est essentielle, pas uniquement pour négocier des conventions collectives, pour notamment ces deux raisons. Merci, Renaud. Même question. Écoute, je suis pris de court quand tu me poses la question. C'est pour ça que j'avais justement mon code du travail qui est avec moi ici à côté, avec un post-it. Tu le traînes dans ta poche. Je le traîne toujours avec moi, puis j'ai toujours un post-it qui a Association de salariés. Puis c'est quoi un syndicat? La loi, qu'est-ce qu'elle nous dit là-dedans? C'est un groupement de salariés qui a pour but l'étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres. On ne fait pas ça dans une convention collective. La loi nous dit que notre but à nous, entre autres, c'est de défendre les intérêts sociaux, économiques et éducatifs de nos membres. Bien, ça, on le fait par l'action politique. Il y a bien des trucs qu'on peut faire pour nos membres en négociation de convention collective. On peut améliorer leur salaire, on peut améliorer leur retraite, on peut améliorer leurs avantages sociaux. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire autrement par l'action politique. Puis on a eu un bel exemple dans les derniers mois, c'est l'adoption de la loi anti-briseur de grève au fédéral. Oui. On ne peut pas négocier ça dans une convention collective. C'est pas là qu'on négocie ces dispositions-là. Sans une action politique, je dirais, assez forte, ça va être les mots que je vais utiliser, là, mais ça a été plus que ça. On a été dans leurs fesses pendant des années et des années et des années à répéter à quel point c'était important. On a fait des campagnes là-dessus. On a participé aux campagnes électorales en mettant ça comme une priorité tout le temps.
ben, on a fini par l'avoir. Mais ça, c'est quelque chose de très concret qu'on fait par l'action politique puis qu'on ne peut pas faire par l'autre mandat qu'on a, qui est de négocier des conventions collectives. Merci beaucoup. Vraiment intéressant, Mais vraiment ça. intéressant. Puis en fait, tu sais, là, on est en campagne électorale fédérale. L'élection va avoir lieu le 28 avril. On fait ce podcast-là justement pour tenter d'intéresser puis d'inspirer nos membres à s'intéresser à la politique, puis nos sections locales à parler avec nos membres de politique. Bien, vu que j'ai la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui, je vous demanderai peut-être une question qui tue. Mettons là, que le prochain gouvernement, là, vous avez là, son oreille là, absolue, puis qui vous demandait, selon vous, Unifor, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, le gouvernement, dans un premier mandat? S'il y avait une priorité incontournable, selon vous, qui doit être faite par le gouvernement fédéral, le prochain gouvernement fédéral qui va être élu, bien, selon vous, ce serait quoi? Commence, Renaud? Oui, en fait, ben, je te dirais comme à la base, le gouvernement fédéral n'a pas le pouvoir de donner une 25e Coupe Stanley aux Canadiens. C'est pas ça que je vais dire. Mais ouais, c'est dommage. Ça serait ça mon souhait le premier. Mais sinon, je dirais, on vient de passer l'antiscab, qui était ce qu'on a réclamé depuis des décennies. Je pense qu'on est rendu plus que prêt pour une réforme de l'assurance-emploi, qui est un régime qui est en place avec des trous immenses, qui est un régime qui est autofinancé par les travailleurs, qui ne coûte pas d'argent au gouvernement, mais le gouvernement contrôle l'accès à ce régime-là. Et en ce moment, on a tellement de travailleuses et travailleurs qui tombent dans les filets d'un programme qui est là pour les supporter, qui est payé par les travailleurs eux-mêmes, qui ne fait plus son travail. Et on parle autant des gens dans les régions, des fois, ou dans les régions ressources, ou du travail saisonnier. Donc, je crois que c'est la plus grande aberration qu'il n'y a pas en ce moment. Les trous impressionnants dans notre régime d'assurance-emploi. On se rappellera qu'au moment où la Caisse d'assurance-emploi allait très, très bien, le gouvernement fédéral a pigé à même la Caisse pour venir éponger ses déficits à lui. Mais maintenant que les travailleurs et travailleuses en ont besoin, puis on s'attend à ce qu'avec la guerre des tarifs qu'on a en ce moment, ce régime-là soit sollicité, il est temps qu'on ouvre les cordons de la bourse pour les gens qui en ont besoin, qui ont cotisé dedans depuis des dizaines d'années. Donc, une réforme du régime d'assurance-emploi en baissant les heures nécessaires pour y arriver, en augmentant les taux, en réduisant les périodes de carence. Il y a beaucoup de travail à faire dans le régime d'assurance-emploi, puis je pense qu'il est temps qu'on s'y mette pour vraiment aider la classe ouvrière. Tu as tellement raison. On va souhaiter que ce ne soit pas le gouvernement de Pierre Poilievre qui soit élu le 28 avril parce que je ne sais pas si ce plan-là, il serait d'accord avec. Hein? Et c'est plus d'autres choses qui avaient été faites par le gouvernement Harper la dernière fois qu'il était au pouvoir. Daniel, même question? Bien, tout à fait d'accord avec Renaud, c'est effectivement une priorité. Mais je dirais aussi que le gouvernement fédéral a, compte tenu de la situation actuelle, compte tenu du bris qui s'est fait entre nos rapports, entre nous et les États-Unis, et je prévois que ça ne pourra plus jamais revenir comme avant, le gouvernement fédéral a le devoir d'amorcer une transformation de notre économie, notamment en se défendant plus notre spécificité ou notre caractère national. Je donne un exemple. L'année passée, on a besoin de remplacer nos flottes d'avions qui font de la surveillance. Là, on a Bombardier, compagnie canadienne, qui réussit à adapter dans ses avions les modules de surveillance qui étaient développés, technologie canadienne à Ottawa, et qui veut vendre l'avion multiservice pour répondre aux besoins de l'armée canadienne. Cet avion-là a, par ailleurs, été acheté par d'autres pays européens. Bien, sans appel d'offres, gré à gré, on donne le contrat à Boeing, qui était un avion en fin de ligne, qui disparaissait des chaînes de montage et qui coûte plus cher en entretien, en essence, en fonctionnement et moins technologique également. C'est un vieil appareil comparativement à l'offre de Bombardier. Bien, si on veut se sortir du marasme actuel, il faut diminuer notre dépendance envers le marché américain. Il faut arrêter d'agir comme ça aveuglément et il faut développer des nouveaux marchés. Pour ça, il faut développer notre propre technologie, la vendre partout où on peut la vendre et commençons donc par l'utiliser nous-mêmes, ce qui fera beaucoup de sens. Donc, je vous parle de l'aérospatiale, c'est aussi vrai en foresterie, c'est aussi vrai au niveau de l'industrie automobile, c'est aussi vrai dans l'aluminium. Donc, partout, il faut qu'on commence à ouvrir des nouveaux marchés de façon sérieuse, à se trouver des nouveaux alliés économiques de façon sérieuse et diminuer, pas rompre, parce qu'on partage le même continent, là, on va toujours avoir un certain nombre de rapports avec les autres, mais à tout le moins de sortir de l'état de faiblesse dans lequel on est aujourd'hui.
Clairement une bonne demande pour le prochain gouvernement fédéral. On espère qu'ils seront à l'écoute de notre podcast, c'est sûr et certain. Puis parlant des gens qui sont à l'écoute de notre podcast, ben on sait que nos élus de section locale, nos membres vont écouter le podcast aujourd'hui. Puis je me demandais, Daniel, si tu avais un message pour eux en pleine campagne électorale pour les inspirer justement à continuer de s'impliquer en action politique. Parce que c'est compliqué, ils ont leur travail de section locale, ils ont leur famille. Mais là, on leur demande encore plus de travail pour justement pousser les membres à s'intéresser à la politique. Comment on peut les inspirer à faire ça? Bien, au-delà de l'inspiration, là, c'est parce que quand on ne participe pas aux campagnes électorales, on ne fait pas entendre notre voix. Et quand on ne vote pas, on laisse à d'autres le soin de décider à notre place. Exactement. Et là, ben, les partis politiques ont des machines pour faire sortir des votes, pour faire sortir leurs sympathisants, etc. Mais ces machines-là, ils vont se concentrer sur ceux qui votent pour eux autres, bien évidemment. Et ce qui fait qu'on peut être pris avec une minorité qui ont élu un gouvernement, et donc un gouvernement élu avec une minorité des voix, mais qui prend des actions sous prétexte là, qu'ils ont été élus, comme si dorénavant, ils parlaient pour la majorité des voteurs. Et là, ils adoptent des principes, des politiques, des fois, qui font très mal à la population. Et donc, dans ce sens-là, ben, si on ne veut pas que ça arrive, il faut aller voter et il faut inciter le monde d'aller voter. Donc, c'est une fois par 4 ans. C'est un privilège immense qu'on a, là. Oui. La majorité des pays sur la planète se battraient pour avoir le droit de vote ou d'avoir un mot à dire dans l'organisation politique de leur pays. Puis quand on regarde ça d'une perspective historique, là, ben, c'est pas la façon standard de l'humanité de se comporter depuis 200 000 ans. Là. En fait, on parle de démocratie depuis peut-être un siècle, une démocratie complète au Québec depuis peut-être une 50aine d'années. Il faut se rappeler qu'avant 53, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Il faut se rappeler qu'avant les années 80, les Autochtones étaient souvent pognés dans une situation où il n'y avait pas de droit de vote. En fait, il y avait un choix à faire qui était assez problématique, merci. Et donc, l'idée même de la démocratie telle qu'on la connaît est récente. Puis on est peu sur la Terre à en bénéficier. Donc ça devrait nous motiver. C'est comme on a une perle, une belle perle dans un écrin, puis on la néglige. Des fois, on se comporte comme si on vivait dans le pire pays sur la Terre. Là. Mais non, c'est l'effort démocratique, c'est la présence de cette démocratie-là, c'est le partage du pouvoir entre différents acteurs, c'est la pluralité des voix qui fait qu'on a atteint ce niveau de développement-là. Et donc, de ne pas participer à ça, ben, c'est mettre en danger tout ça. Et ça devrait, tant qu'à moi, être motivant. Puis je te dirais, peut-être juste pour renchérir ta question, c'était qu'est-ce qu'on dit à nos présidents de section locale puis à nos membres. Tu le sais comme moi, on a fait un sondage parmi nos propres membres pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse. Parce qu'on n'arrête pas de se faire dire, faites pas de politique, c'est pas de vos affaires, vos membres ne veulent pas vous entendre parler de politique. Puis c'est pas vrai. On a demandé à nos membres qu'est-ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils veulent pas, c'est qu'on leur dise pour qui voter ou pas voter. Voilà. Mais ils veulent qu'on leur parle de politique, ils veulent qu'on les informe sur les enjeux qui les touchent, qui vont toucher leur milieu de travail, qui vont toucher les lois, qui vont avoir un impact sur leur milieu de travail. Nos membres veulent qu'on fasse de la politique, puis ils nous trouvent pertinents quand on fait de la politique. Ils veulent juste pas qu'on les prenne par la main puis qu'on leur dise où aller mettre leur X. Mais pour tout le reste, ils s'attendent à ce qu'on soit là. Puis c'est un devoir qu'on a envers eux de les informer là-dessus. Tout à fait. Merci, messieurs, pour vos réponses. Puis on a parlé d'implication syndicale en campagne électorale. Il y a des règles qui entourent ce que l'on peut et on ne peut pas faire. Puis pour démêler tout ça, on a demandé à Renaud de nous préparer une chronique et on est tellement content qu'on trouvait que ça méritait une chanson thème. La chronique juridique avec Maître Plante. Renaud, la parole est à toi. Verre d'oreille qui va rester pour le restant de l'après-midi. Bon, on m'a demandé de rendre intéressant la loi électorale fédérale. C'est un peu difficile. Là, on va vous parler d'une dizaine d'articles peut-être. Il y en a 550 dans la loi en tout. On va commencer par 10. Okay? Avertissement d'usage que je m'apprête là à vous dire, c'est dans la chronique, ça ne constitue pas un avis juridique. Fait que partez pas avec ça pour dire que Renaud m'a dit que je pouvais le faire. C'est pas une défense qui va être valable en cours. Vous avez bien entendu. C'est pas des niaiseries. Ce que je vais vous dire, c'est quand même basé sur la loi, sur la jurisprudence. Ceci dit, chaque cas est un cas d'espèce, comme on dit. Donc, partez pas avec ça pour faire des niaiseries. Je ne serai pas là pour vous baquer. Maintenant que c'est clair, on plonge dans le vif du sujet, la loi électorale fédérale puis le rôle des tiers, surtout des syndicats pendant une campagne électorale. Parce que oui, tout le monde veut avoir son mot à dire dans une élection,
mais la loi, elle impose des balises qui sont relativement serrées. Aujourd'hui, on va se concentrer notre attention sur ce que dit la loi électorale sur les activités politiques des syndicats en période électorale. Il n'y a rien qui vise particulièrement les syndicats, mais ça vise les tiers et on est un tiers au centre de la loi électorale. Alors, c'est quoi un tiers? Un tiers, c'est tout le monde sauf un candidat, un parti ou une association de circonscription. Donc, première leçon de la chronique, vous venez d'apprendre que vous êtes un tiers au centre de la loi électorale. Donc, vous individuellement, mais également votre section locale, le syndicat national, tout ce beau monde-là sont des tiers, incluant la Quincaillerie du coin ou Walmart, qui sont sur un pied d'égalité au lieu de la loi électorale. Les candidats d'occupation double aussi, leur élection n'étant pas régie par la loi électorale, même s'ils sont des candidats. Intéressant. Et pourquoi c'est important de savoir qu'on est un tiers? Le fait d'être un tiers limite ce qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire de manière publique en période électorale. Et évidemment, ce qui est important, c'est l'argent, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, en tant que tiers, on peut engager des dépenses dans le cadre d'une élection fédérale, mais ces dépenses-là vont être limitées à un maximum. Donc, pour l'année financière 2024-2025, celle dans laquelle on se trouve, on parle de 602 700 $ qu'on a le droit de dépenser. Donc, Hugues, tu peux dépenser 602 700 $ de manière personnelle à l'élection. Il m'en reste juste 601, c'est de valeur. Ouais. Avec 5 166 $ par circonscription. OK. Donc, c'est l'argent qu'Unifor peut dépenser à l'échelle nationale, le 602 000 $. Même chose que Muguette Payet, d'ailleurs. Là. On se rappelle de Muguette Payet, son intervention au débat. Muguette a le droit de dépenser 602 000 $ dans la présente élection fédérale. Pas vraiment, non. La loi électorale stipule que toute dépense liée à la promotion, à l'opposition, à l'organisation d'une activité électorale doit être comptabilisée. Mais concrètement, qu'est-ce qui va être comptabilisé là-dedans? Ça va être les frais de production de publicité, fait que les affiches, les impressions, les bannières, les pubs numériques, tout ce qu'on fait là-dedans va être comptabilisé. Les frais de location d'équipements ou de locaux. Donc, si on loue un local électoral pour faire la promotion, si on a besoin d'équipements, un camion, peu importe, c'est comptabilisé là-dedans. Les salaires et les honoraires des employés. Donc, si en tant qu'employé, on envoie des employés travailler pour une campagne électorale ou faire la promotion d'une idée directement associée avec un candidat, ça va être comptabilisé là-dedans. Frais de transport, hébergement, dépenses numériques. Donc, si on fait de la publicité sur Meta, Google ou autres plateformes qu'on essaie de faire le moins possible de publicité en ce moment, parce qu'on les aime un peu moins. Les limites des dépenses sont là pour favoriser l'égalité dans le débat et l'intégrité du financement et maintenir la confiance du public. C'est drôle parce que c'est le dernier arrêt qu'on a de la Cour suprême là-dessus, c'est un certain Stephen Harper qui l'avait amené dans la cause Harper contre Canada. Il fut un premier ministre canadien. Donc, à ce moment-là, en 2002, Stephen Harper se battait pour faire abolir les limites de financement de la loi électorale parce qu'il voulait avoir des riches industriels qui pouvaient, là, un peu comme John Hammond dans le Jurassic Park, dépenser sans compter pour favoriser son élection. Stephen Harper a perdu, pas l'élection, mais le recours. Donc, la loi électorale est restée avec ses plafonds qui sont là, honnêtement, d'une façon tout à fait correcte pour empêcher que des puissantes organisations soient capables de mettre leurs pieds sur un côté de la balance et complètement faire pencher le débat. On a juste à penser au PAC puis au Super PAC aux États-Unis qui contrôlent au complet l'agenda politique. On ne veut pas que ça arrive au Québec ou au Canada. Donc, c'est pour ça qu'on a des limites. Tu dis qu'Elon Musk ne peut pas s'acheter l'élection canadienne. Il y aurait beaucoup plus de difficultés. Il a essayé un peu avec Pierre Poilievre. D'ailleurs, Pierre Poilievre trouve ça un peu moins le fun en ce moment d'avoir été associé à Elon Musk par le passé. Pourquoi? Ça devient un peu plus un boulet qu'une fusée SpaceX en ce moment, je te dis, être associé à Elon Musk. Après ça, il y a la question de la publicité. Là, on a parlé des activités. Il y a la publicité électorale. Donc, c'est tous les messages publicitaires qu'on va envoyer, soit pour contrecarrer ou pour favoriser un parti politique ou une idée qui est associée directement à un parti politique. Donc, si on vous parlait, si on faisait des publicités contre le gros bon sens, ça pourrait peut-être être associé en ce moment à un parti politique. Donc, ça compterait comme étant de la publicité électorale. On ajoute aussi là-dedans tout ce qui est la publicité thématique. Fait qu'on aborde un enjeu public, encore là, comme je dis, qui est très, très proche d'un programme de parti politique. Ça devient de la publicité électorale. Il faut qu'on le compte dans ce qu'on fait comme dépenses. Après ça, on fait un rapport à Élections Canada pour s'assurer encore là que le débat se fasse de manière fair play pour tout le monde. En résumé, la publicité électorale, c'est pas juste les pancartes sur le bord de l'autoroute ou les vidéos YouTube pour les candidats. Ça va être tout message qui veut influencer l'opinion publique ou sur les partis et sur les candidats qui sont dans une présente élection. Il y a des activités partisanes aussi qui existent. Okay. Donc, les activités partisanes, c'est quand on va faire du porte-à-porte. On va aller faire des tournées d'appel, on va envoyer des messages textes, des choses comme ça. Encore une fois, pour participer, ou en fait pour favoriser ou contrecarrer un parti politique, un candidat ou un chef de parti.
Donc, ces activités-là partisanes, il va falloir les comptabiliser, mais ça ne compte pas nécessairement comme étant de la publicité. Donc, il y a des subtilités là-dedans qui ne valent pas nécessairement la peine qu'on passe ensemble à travers en ce moment. Mais ce qui est important, c'est de savoir que tout l'argent qu'un syndicat, mettons qu'Unifor va investir dans la présente campagne électorale, non seulement c'est contrôlé, mais c'est aussi public. On en fait un rapport qui est déposé à Élections Canada. Élections Canada le publie sur son site, donc tout le monde y a accès. Il n'y a pas de cachette là-dedans. Il y a une transparence complète dans ce qu'on fait en termes électoraux et c'est vérifié autant par nous que par un organisme tiers. Donc, tout ça pour favoriser un débat juste et équitable envers tous les candidats. Super intéressant. Tu as réussi à rendre ça intéressant, la chronique sur les dépenses électorales. Puis en fait, à démystifier, ça peut être obscur des fois. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Donc, on a le droit de faire des activités partisanes. On a le droit de donner notre opinion comme syndicat. On a le droit même de dépenser de l'argent pour faire de la publicité, mais tout ça doit être encadré. Exactement. Puis comme je disais tantôt, on vient de parler de 10 articles de la loi électorale qui en contient 550. Wow. Donc, si je calcule bien, il nous reste environ 55 épisodes de podcast à faire pour arriver au bout. Ben, c'est parti. Tu pourras préparer les 10 prochains pour la prochaine chronique juridique. Merci beaucoup, Renaud, pour cette chronique-là. Et on termine avec ton jingle. La chronique juridique avec Maître Plante. Véronique? C'est formidable. J'ai envie de vous poser une question. En fait, on se fait attaquer de tous les côtés là, par les frasques tarifaires du gouvernement américain. Encore hier, c'était des annonces de tarifs sur l'automobile qui, on le sait, vont avoir un impact pour nos membres chez Unifor. Qu'est-ce qui doit être mis en place par nos gouvernements, selon toi, Daniel et Renaud aussi, là, afin de protéger nos emplois et notre industrie? Bien, il y a plusieurs choses qui doivent être mises en place, là, mais dans un premier temps, là, c'est important aussi de comprendre toute cette question-là des tarifs. Tout le monde, dans le monde économique sur la planète, va s'entendre que d'une part, c'est pas une bonne idée et que d'autre part, c'est un recul en arrière incroyable. Il fut un temps où tout le monde avait des tarifs. Parce que tout le monde appliquait une doctrine qu'on disait protectionnisme. Je protège mes intérêts. Et là, avec le temps, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, a commencé à germer cette idée-là de libérer le commerce. Et d'où l'apparition de différents traités de libre-échange. Et tranquillement, toute l'économie mondiale a migré vers une économie sans tarifs, sauf à des exceptions négociées entre les pays, etc. Donc, ce que Trump est en train de faire là, c'est de remettre en question cet ordre mondial-là. Donc, là, on se concentre plus sur nous autres. Au Canada, on se fait attaquer, mais dans toutes les lubies de Trump, il attaque aussi le restant de la planète. Donc, c'est une remise en question fondamentale de comment s'orchestre notre économie, de comment s'orchestre le commerce mondial depuis des décennies. Évidemment, on comprend tous que quelque chose qui s'est bâti sur des décennies ne peut pas être défait en 2 jours. Non. Fait que Trump a bien beaucoup d'imagination, prévoit qu'ils vont faire 100 milliards de dollars dans peu de temps. Premièrement, c'est peut-être le gouvernement américain qui est susceptible de faire 100 milliards de dollars. On comprend que ce n'est pas les Américains, parce que les Américains et les Canadiens et les Mexicains, pendant que toutes ces foleries-là se passent, vont être confrontés à quoi? À de l'inflation, parce que les surtaxes vont faire monter le prix des choses, vont être confrontés à des pertes d'emplois, parce que les emplois qui vont se perdre aussi probablement, dans bien des cas, reliés à des baisses de production, parce que si tout coûte plus cher, évidemment, on trouve des solutions X, et vont être confrontés à une désorganisation généralisée de l'économie. Tu sais, hier, Trump attaquait l'automobile. Ça fait depuis les années 60 qu'il y a un pacte de l'automobile, que les compagnies, qui sont toutes américaines par ailleurs, là, Ford, GM, Chrysler, ont compris qu'il y avait un avantage économique réel, et pour eux autres comme compagnie, mais et pour les acheteurs de voitures, donc les consommateurs, de répartir les productions des deux côtés de la frontière et de bénéficier de l'ensemble des leviers que ça permet. Et c'est pas vrai que demain matin, on va pouvoir transférer des usines de
montage aux États-Unis. C'est pas vrai que demain matin, on va être capable de transférer de l'aluminium, des usines de production d'aluminium aux États-Unis. Tout ça ne peut pas arriver. Mais lui, la façon qu'il en parle, là, Trump, là, c'est comme si ça pouvait se faire comme ça. Là. Ça va être Buy American, puis demain, là, tout va se faire aux États-Unis, puis tout le monde va être correct là, de l'entendre parler. Ben, je comprends, là, mais bâtir une aluminerie, là, ça se fait là, en termes de 8 à 10 ans. Exact. Et là, une fois que tu as bâti ton aluminerie, il faut que tu aies l'électricité ou l'énergie nécessaire pour la faire rouler, ton aluminerie. Au Québec, on a consenti de donner l'usufruit de barrage à Rio Tinto Alcan pour qu'ils génèrent l'électricité à bas coût qui permet de faire fonctionner. Donc, ça, là, c'est des avantages comparatifs en monde économique qu'on a, nous autres, à cause de notre territoire, à cause des rivières, à cause de notre capacité de produire ça. Ce même avantage comparatif-là n'existe pas aux États-Unis. Donc, c'est ça l'idée du libre-échange. Je veux dire, je suis peut-être plus petit que l'autre, mais j'ai des avantages comparatifs qui fait que dans tel créneau, moi, je peux être fort. Fait que je vais les alimenter, puis à l'inverse, ils vont me vendre du stock dans lequel moi, je suis pas bon. T'sais, on ne fera pas pousser des oranges au Québec demain matin en quantité. Bon, c'est un peu ça l'idée du libre-échange et c'est ça qui remet en question. Donc, une fois qu'on a compris ça, ben on comprend qu'il y a une game de patience là-dedans. Il y a une game de rapport de force. Il se prépare, ben oui, il aimerait ça ramener des jobs, mais jusqu'à quel point il croit, il doit avoir du monde alentour de lui, là, puis même lui-même, là, il doit bien savoir qu'une tour, là, une Trump Tower, là, ça se bâtit pas en 3 semaines. Là. Fait que, bon, jusqu'à quel point il croit. L'autre gros point, c'est qu'il veut se positionner d'un rapport de force beaucoup plus solide pour renégocier les accords de libre-échange, notamment l'accord que lui-même a signé lors de son dernier mandat, dont la réouverture est prévue de toute façon en 2026. Fait que quand on comprend ça, on se dit, bon, le plan ne tient pas, c'est une game de négociation, soyons patients, soyons fermes, soyons patients, soyons solidaires. Fait que première affaire que le gouvernement doit faire, là, c'est pas paniquer, prendre le temps de réfléchir à ce qu'il fait, ben oui, se tenir debout, ben oui, faire des représailles, ben oui, prendre des actions solides, mais le faire de façon intelligente, de façon ferme, et donc, puis de s'installer pour être capable d'attendre qu'il y ait une accalmie qui se passe. Pendant ce temps-là, ça se peut qu'il y ait des mises à pied. Ça se peut que... Première affaire que le gouvernement doit faire, c'est être capable de mettre en place un maintien de la production partout où c'est possible. Mm-hmm. C'est pas de la charité qu'on veut, c'est pas de la charité que le monde veut, c'est travailler, c'est de continuer leur rythme de vie. Donc, est-ce que c'est favoriser le commerce à l'intérieur des provinces quand c'est possible? Est-ce que c'est trouver rapidement des nouveaux débouchés pour certains créneaux qu'on a? Mais bref, il faut essayer de garder le plus de monde possible à l'ouvrage. Maintenant, pour ceux qui ne seront pas capables d'avoir à l'ouvrage, et là, je rejoins Renaud quand il parlait de la priorité de l'assurance-emploi, c'est d'avoir un filet social qui va permettre à la population, aux hommes et aux femmes qui seront affectés négativement par ça, d'eux autres aussi être capables de passer au travers, de faire preuve de résilience et d'attendre que ça se passe. Mm-hmm. Et donc, ça, il faut faire ça. Maintenant, on comprend également que ces rapports-là, ce que Trump vient de faire, là, c'est pas juste de dire « Oh, by the way, j'irai pas souper avec toi ce soir, on va se reparler, puis il y a une petite chicane. » Là, il vient de briser des choses là, qui existaient depuis des siècles. Je suis loin d'être convaincu que ça va pouvoir revenir de notre vivant, tout le moins, là, à la situation que c'était. Donc, il faut être capable de sortir du modèle économique dans lequel on est là, c'est-à-dire un modèle qui est fortement réfléchi et concentré pour que notre premier allié économique soit les Américains, pour que la majorité de ce qu'on produit s'en va vers les États-Unis. C'est simple, c'est facile. On a 6000 km de frontières. On a juste à traverser 100 camions. Pas mal moins compliqué que de figurer comment je vais envoyer ça en Europe ou ailleurs. Mais il faut sortir de ce modèle-là. Et on n'a pas le choix. Il faut agrandir sur du moyen et du long terme nos alliances commerciales avec les autres pays et que ça se fasse de façon réelle, dans le sens que, oui, qu'il y ait des échanges, qu'on favorise l'exportation. Peut-être, par exemple, j'entendais Carney se rapprocher des Européens pour l'industrie militaire. Ben oui, c'est une maudite bonne idée. Peut-être qu'on devrait aller là puis voir comment est-ce qu'on peut leur acheter du stock en échange, faire travailler du monde chez nous. Fait que ça, il faut que nos gouvernements se positionnent pour faire ça le plus rapidement possible. Écoutez, ça m'amène quelque chose de ce que tu dis. Premièrement, il faut réaliser que le fameux déficit commercial, là, il est créé principalement par l'énergie. Parce qu'en termes de biens et de production industrielle, on achète plus aux États-Unis que eux. En fait, on achète plus aux États-Unis qu'on vend aux États-Unis.
Fait qu'il n'y a pas un déficit commercial. Le déficit commercial est créé par l'énergie, puis c'est leur dépendance au pétrole albertain principalement. Fait que l'idée qu'on vole des jobs américains, ne fait pas de sens, parce que la réalité, c'est qu'on achète plus de leurs produits qu'eux achètent. L'autre chose qui me vient en tête là-dedans, c'est qu'il y en a qui nous le remettent sur le nez, puis ils ont un peu raison, c'est de dire, les syndicats, quand on a fait les accords de libre-échange, vous étiez dans les rues en train de vous battre. Ce contre quoi on se battait, puis on va encore se battre, c'est la délocalisation des emplois dans des endroits où il y a du cheap labor, puis il y a des normes environnementales qui ne sont pas respectées. Oui. C'est pas ça qui se passe en ce moment. Il n'y a personne qui va venir dire que le Canada, c'est du cheap labor puis qu'on fait du dumping dans des sites environnementaux. C'est pas ça du tout la situation. Là. On est un endroit où probablement les coûts de production sont plus élevés en raison de la main-d'œuvre au Canada qu'aux États-Unis. On a plus de syndicalisation, on a des meilleures conditions de travail, on a des charges sociales qui sont plus élevées. Fait que, probablement qu'utiliser un travailleur au Canada coûte plus cher qu'aux États-Unis. On a des normes environnementales qui sont plus sévères que les normes américaines sur beaucoup de choses. Fait que c'est pas... Ici, la question du libre-échange, on n'est pas dans un endroit où on a des salariés qui sont à bas salaire, qui sont exploités, où on ne respecte pas les normes environnementales. On est dans un endroit, un partenaire économique de choix. On a des relations qui sont équilibrées. C'est ça qu'on dénonce en ce moment, c'est que c'est une guerre tarifaire qui n'a aucun sens. Quand les syndicats s'opposent, ou s'opposaient, puis s'opposent encore à des traités de libre-échange, c'est des traités de libre-échange qui font de la délocalisation d'emplois dans des endroits où il y a de l'exploitation, il y a de l'esclavage, puis on n'a aucune norme environnementale. C'est pas la situation dans laquelle on est. C'est une crise qui est purement politique et aucunement raisonnée. Absolument, tout à fait d'accord. Oui, puis je me souviens que la dernière fois aussi, un des enjeux, parce que tu parles de clauses environnementales, c'est que ces traités de libre-échange-là, parlons du partenariat transpacifique, par exemple, qui permettait à ces pays-là qui ont des normes environnementales beaucoup moins élevées, des normes de conditions de travail beaucoup moins élevées, de venir poursuivre même un pays comme le Canada pour dire hey, « moi, je suis pas capable de faire assez de profit chez vous parce que vos conditions de travail sont trop élevées, parce que vos normes environnementales sont trop élevées. » Fait que oui, c'est sûr qu'on va lever des boucliers devant ça. C'est clair, net et précis. J'ai probablement encore une pancarte à la maison qui dénonce le chapitre 11 de l'ALENA. Oui, mais effectivement, c'était dans un contexte. Moi, je me rappelle au début, j'étais déjà militant syndical quand ça a commencé, le libre-échange. On parlait de libéraliser le commerce. Et les seuls qui tiraient un avantage là-dedans à ce moment-là, c'était les commerçants. Depuis ce temps-là, au niveau, justement, puis en preuve de l'action politique des syndicats, pas juste au Canada, ailleurs dans le monde, ces traités-là qui ont commencé à se signer dans ces années-là, ont tous évolué en incluant dorénavant des droits humains, en incluant les droits environnementaux, en s'assurant qu'on monte les niveaux partout et non pas faire ce que Renaud suggérait tantôt, c'est-à-dire que décider que ma shop, je pourrais l'envoyer en Afrique, les payer un bol de riz par mois, puis vendre ma production au Canada. T'sais. Fait que ça, on était contre ça, mais dans la façon que c'est fait aujourd'hui, on a beaucoup moins de réserves. Et là, pour ramener ça à l'élection actuelle, ce que j'ai le goût de dire, là, c'est qu'on doit prendre acte de quelque chose. Tout ce qu'on se parlait des élections là, avant là, le break des fêtes. Là. Je veux dire, depuis qu'on est revenu là, après le congé du jour de l'an, là, tout ce qu'on se parlait avant, là, puis l'autre a fait ci, puis l'autre a fait ça, puis tout ça, il faut sacrer ça aux poubelles. Parce que la question de l'urne, là, ce qui est venu s'imposer depuis ça, là, c'est ce que Trump essaie de faire, non seulement dans les relations canado-américaine, mais également sur l'ensemble de l'échiquier mondial. Et là, ce qu'il faut qu'on figure, c'est qu'il faut qu'on mette en place la meilleure équipe de gouvernement possible pour faire face à ça. Ça devient la priorité numéro 1. Là. L'annonce de Trump, par exemple, hier sur l'automobile, c'est des centaines de milliers d'emplois potentiels au Canada. Fait que ça s'impose comme la question de l'urne, selon moi. Et c'est plus de savoir, y a-tu été fin il y a 2 ans? Non. Tout le monde, tout le monde devrait prendre acte de ça au niveau des partis politiques, là, de dire, là, le débat central, c'est ça. Puis si tout ce que tu veux faire, c'est roter du sûr, parce que il y a 2 ans, on ne s'est pas entendu au party, là, bâtard, passe à d'autres choses. Passe à d'autres choses. Hey, merci, messieurs. Sérieusement, là, merci d'avoir accepté de participer à l'épisode de Voix militante. Merci, Daniel. Merci, Renaud. Toujours aussi pertinent et intéressant à écouter. Hugues, je te laisse le mot de la fin. Merci, Véro, et merci à toutes nos voix militantes. Bye, tout le monde! Solidarité, tout le monde!